Il y a des libertés qu'on peut nous retirer, celle de circuler, de parler, de vivre comme on veut. Mais il en existe une qu'aucune prison, aucun régime, aucune censure ne peut étouffer, celle de penser et d'écrire. Écrire, serait-ce donc la dernière forme de liberté ? C'est ce que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous, à travers les voix de ceux pour qui écrire était bien plus qu'un geste artistique, une manière de rester vivant. Vous écoutez Noir sur Blanc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Le premier point que je veux aborder, c'est le fait d'écrire pour survivre. Et pour illustrer ce propos, je vais vous parler de quelqu'un qui était psychiatre à Vienne, un homme cultivé, passionné par la quête du sens de la vie, et c'est précisément ce qu'on va lui arracher en 1942 lorsqu'il va être déporté à Auschwitz. Cet homme, c'est Viktor Frankl. Dans le camp, il perd tout, sa liberté, sa famille, son avenir. Mais il lui reste une chose, son esprit. Avant sa déportation, Frankl avait terminé le manuscrit de son premier livre, Le Docteur et l'âme. En fait, il l'avait cousu dans la doublure de son manteau en espérant le conserver. Mais dès son arrivée à Auschwitz, son manteau lui a été confisqué et le manuscrit a disparu avec. C'est alors que Frankl a pris une décision un peu dingue. Il a décidé de le réécrire dans sa tête. Mot après mot, chaque soir, je l'imagine tout à fait dans l'obscurité des baraquements, il a reconstruit mentalement son œuvre. Ce travail, c'est devenu sa planche de salut, son ancrage. Plus tard, il expliquera que c'est cette discipline intérieure qui l'a maintenu en vie. De ses travaux, de cette expérience, est sorti un livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Je l'ai lu il y a plusieurs années et il m'a vraiment marqué. C'est l'un des livres les plus lus et je dirais l'un des plus consolateurs du XXe siècle. En fait, Frankl a dit que la dernière des libertés humaines, lorsqu'on est comme ça, finalement retranché dans ce qu'il y a de pire, c'est celle de choisir son attitude face aux circonstances. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Écrire pour lui, c'était choisir son attitude. Il a fait de la pensée son espace de résistance quand le monde extérieur s'effondrait autour de lui. Quel exemple! Le deuxième point que je voulais aborder, c'était écrire, non pas pour survivre, bien que vous allez le voir, c'est un peu le cas aussi, mais pour témoigner. Là, on se projette maintenant 20 ans plus tard, à des milliers de kilomètres. C'est un autre homme qui écrit pour survivre. Il s'appelle Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, il a été arrêté en 1945 parce qu'il a critiqué Staline, dans une lettre privée d'ailleurs. Il a été condamné au goulag, 8 ans de travaux forcés. Et dans ces camps, l'homme, il le découvre, n'est plus qu'un numéro. Tout y est interdit, les mots eux-mêmes sont interdits. Mais Solzhenitsyn va décider de braver cette interdiction. Il est privé de papier, mais encore une fois, il n'est pas privé de son esprit. Et pendant sa détention, il va composer et mémoriser des poèmes dans sa tête. On dit qu'il écrivait ses vers sur un morceau de savon et qu'à la fin de la journée, lorsqu'il avait utilisé le savon, le verre avait disparu, mais il avait eu le temps de l'imprimer dans son cerveau. Ça devient vraiment son geste de survie, et lorsqu'il sort finalement du goulag, il va avoir tous ses vers en tête et il va les réécrire. De cette mémoire naîtront également 2 livres qui ont marqué le siècle dernier. Le premier, c'est Une journée d'Ivan Denisovitch, et le deuxième, c'est surtout L'archipel du goulag. Ce livre, L'archipel du goulag, qui est en plusieurs tomes, il l'a écrit après sa libération, et ça a ébranlé le système lui-même. Écrire pour Solzhenitsyn, vous voyez, c'était pas un choix esthétique, c'était simplement une manière de pas mourir intérieurement. L'écriture était pour lui un acte de désobéissance et puis de sauvegarde de la mémoire et de la dignité humaine. Il voulait témoigner de l'horreur qu'il avait vécue pour mieux la combattre. Un sacré enjeu si on y réfléchit. Troisième élément,
Et là encore, la description de l'écriture comme une ultime liberté, eh bien ce n'est pas celle de témoigner sur l'horreur qu'on a vécue, mais c'est celle d'inventer le monde de demain. Et pour ce faire, je vais encore vous citer un auteur, et c'est un auteur économiste pour le coup. Alors vous le savez peut-être ou pas, moi j'ai fait des études d'économie, donc j'ai eu l'occasion de me plonger dans tous ces auteurs qui ont pensé le monde et l'avenir. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il ne vient pas des ténèbres, il a écrit dans la lumière, et c'est quelqu'un qui a produit un livre qui s'appelle La richesse des nations. Nous sommes en 1776, l'année même où les États-Unis proclament leur indépendance. Cet auteur, il s'appelle Adam Smith. On peut dire que c'est un philosophe des Lumières, hein. C'est pas un révolutionnaire, c'est plutôt un observateur. Il est enseignant de philosophie morale à Glasgow. Et il s'interroge parce qu'il voit le monde évoluer. Donc il voit finalement que le commerce est en train de prendre un nouvel essor, que le travail se développe, que la richesse aussi se développe. Et son ambition à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre ce mouvement. Il veut notamment comprendre comment un pays va réussir à mieux se développer qu'un autre, pour quelles raisons. Et son objectif, à travers cette compréhension, c'est d'améliorer le sort des hommes. Et on peut le considérer comme le père de l'économie libérale moderne. Mais ce serait un peu une caricature. Parce qu'en fait, au-delà d'avoir inventé l'économie, d'être l'un des premiers à avoir écrit de manière aussi fine sur l'économie mondiale, eh bien, c'est quand même un moraliste. Pour lui, l'économie, ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un outil au service du bien-être collectif. Je vais vous citer une phrase de La richesse des nations qui m'avait particulièrement marqué à l'époque et que j'ai notée. Il dit « Aucune société ne peut être florissante et heureuse si la majeure partie de ses membres est pauvre et misérable. » Cette phrase, elle est souvent ignorée. On garde en tête le rôle dans l'économie politique qu'a joué Adam Smith, mais pas ce côté totalement humaniste de son œuvre. Avant d'être économiste, c'est donc un philosophe de la sympathie, notre ami Adam Smith. Il a écrit pour essayer de théoriser ce qu'il voyait, et puis de mettre tout cela au service, finalement, de la morale et de ce qu'il considérait être, lui, l'ambition de l'économie, à savoir le bonheur de l'humanité. Et là, j'en viens à un autre auteur, là encore un économiste, qui va essayer de transformer le monde à sa manière. Et vous allez voir que c'est un contraposé d'Adam Smith quasi parfait. La personne dont je veux vous parler, c'est Karl Marx. Karl Marx, il écrit un siècle après Adam Smith. Et c'est un autre homme, totalement. Karl Marx, et il écrit, il habite à Londres à ce moment-là, il s'est exilé d'un certain nombre de pays dont il a été chassé. Il n'écrit pas dans la lumière, il écrit dans la pauvreté, la misère et l'exil. Là où Smith voyait dans le marché une promesse de liberté, Marx, lui, il y voit une machine d'exploitation. Là où Smith écrivait dans l'optimisme, Marx écrit dans la colère. Pendant 20 ans, Karl Marx, il a travaillé à la bibliothèque du British Museum, entouré de montagnes de notes, de statistiques, et il y rédige une œuvre monumentale qui s'appelle Le Capital. Le Capital, c'est un traité d'économie, bien sûr, mais c'est aussi une espèce d'anatomie du pouvoir. Il essaye de comprendre pourquoi la prospérité du capitalisme repose sur la souffrance des ouvriers. Et il y décèle un mécanisme invisible qui s'appelle la plus-value. Cette part du travail humain captée par ceux qui détiennent le capital. Pour lui, l'économie moderne, celle théorisée au départ par Adam Smith, eh bien, elle transforme l'homme en marchandise. C'est intéressant parce que c'est l'exact opposé, mais c'est la même intention qu'Adam Smith. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que lorsque Karl Marx écrit Le Capital, il veut lutter contre l'ordre établi. C'est un acte éminemment révolutionnaire, même si les révolutions qui ont eu lieu après n'ont rien à voir finalement avec ce qu'a dit Karl Marx, et ça a été totalement dévoyé, parce qu'en réalité, il était là pour promouvoir la liberté de l'homme et des travailleurs, alors que le système mis en place a posteriori par l'Union soviétique,
qui a conduit Solzhenitsyn en prison, eh bien, c'était finalement remplacer le pouvoir du capital par un autre pouvoir encore plus totalitaire et bien plus violent surtout, qui a été le communisme qu'on connaît tous et qui a entraîné évidemment des millions de morts. En fait, sur ces deux derniers exemples, on voit que le destin de leur livre est tragiquement semblable. Les disciples de Smith transformeront sa pensée en justification du capitalisme le plus dur. Ceux de Marx en feront une religion d'État, jusqu'à ériger son visage en icône et son œuvre en catéchisme. Là où Smith parlait liberté, on exalte la compétition. Là où Marx prônait l'émancipation, on instaure la terreur. Deux penseurs qui ont écrit pour libérer l'homme et dont les mots un siècle plus tard ont servi à les enchaîner. C'est peut-être le destin de toute grande œuvre. Une fois publiée, elle ne nous appartient plus. Elle voyage, se déforme, se retourne, parfois contre son propre auteur. À travers ces deux exemples, on voit que peu d'écrivains ont vu leurs mots se concrétiser à ce point dans l'histoire. Ce sont vraiment des exemples extraordinaires. Mais l'écriture comme liberté, ce n'est pas aussi emblématique, en tout cas pas toujours. C'est aussi plus simplement écrire pour s'émanciper du réel. Et c'est ce que font beaucoup d'auteurs contemporains, moi y compris. Cette forme-là, elle est plus intime, elle est évidemment moins héroïque peut-être, mais tout aussi essentielle. C'est la forme d'écriture que l'on écrit non pas depuis une cellule, ni contre un régime, mais simplement pour survivre, ne pas étouffer dans le quotidien. Ça permet de donner forme à ce qu'on ne saurait dire autrement. Personnellement, quand j'écris, c'est pour m'extraire du tumulte de la réalité. Je suspends le réel d'ailleurs, je m'invente un espace à moi. C'est ma façon d'exister hors du cadre, de respirer un peu plus librement. Je crois que beaucoup d'écrivains, notamment dans le polar, partagent ça. Vous voyez, quand je vois, je vous ai déjà cité le Dahlia noir de James Ellroy, mais en fait, dans ce livre, il revisite le meurtre de sa propre mère assassinée lorsqu'il était enfant. Son œuvre entière, c'est une tentative de catharsis, d'émancipation par l'écriture. Il écrit pour se délivrer. C'est donc là son ultime liberté. Vous voyez, j'ai l'impression que chacun cherche dans l'écriture une manière d'aller encore plus loin que la vie qui lui est donnée de vivre. Mais attention, je voudrais quand même relever quelque chose. Écrire et penser, ce n'est pas vivre. Il faut être honnête, parfois quand on a l'habitude d'écrire, eh bien on en oublie un peu d'agir. Il faut se méfier de la tentation de se réfugier uniquement dans les mots. On peut passer sa vie à écrire la liberté sans jamais la vivre. L'écriture, c'est une arme, oui, mais c'est pas une fin en soi. Elle ne remplace pas l'action, elle la prépare. Quand Frankl écrit, c'était sa manière de vivre, parce qu'il n'avait que celle-ci. Mais derrière, il a heureusement été libéré des camps et il a pu vivre sa vie. Et j'ai envie de vous dire, et nous, que faisons-nous de nos mots ? Écrire c'est bien, mais à un moment il faut lever la tête, poser le stylo et agir. Alors écrire, est-ce bien l'ultime liberté ? Je crois que oui. Parce qu'elle est la seule qu'aucun pouvoir ne peut confisquer, la seule qu'on peut exercer même enchaînée, la seule qui permet à l'esprit de rester debout quand tout le reste s'effondre. Solzhenitsyn, Frankl, Marx, chacun à sa manière a écrit pour résister, comprendre, transformer. Et nous aujourd'hui, que faisons-nous de cette liberté ? Écrire, ce n'est pas fuir, c'est refuser l'effacement, c'est dire au monde « Je suis encore là ». Vous avez écouté Noir sur Blanc. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le à quelqu'un qui croit lui aussi au pouvoir des mots. Et puis surtout, n'oubliez pas, tant qu'il reste un stylo, tant qu'il reste une voix, la liberté n'est pas morte.